Eh bien, bonjour à tous, les 12h31, vous êtes dans le ZCL News jusqu'à 14h et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités. Alors, on va donner dans l'ordre Maïté Hubert, bonjour. Oui, bien bonjour. Secrétaire général adjoint de l'UGTG, Nestorus Favel, nouveau secrétaire de l'UTC-UGTG. Bien bonjour. Depuis samedi. À tout cas. Franck Broland, syndicaliste et de France Antilles, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Naïla, qui n'est pas notre invité, mais qui fera le journal, bonjour aussi, dans la foulée. Alors, bien sûr, on parlera d'élections avec l'UGTG qui est sorti en communiqué pour dire, moi, font carré, on va expliquer pourquoi tout à l'heure. On parlera de France Antilles, puisque depuis 2 jours, les salariés savent un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés. Avec M. Franck Broland, on fera un petit peu le point. C'est le représentant du SNJ, Syndicat national français des journalistes à France Antilles. Et puis on va recevoir Leila Bridan. Leila Bridan, elle se présente pas aux élections, non? Non. Elle est chanteuse. C'est une chanteuse. Bon, d'accord, ça me rassure. José Thurelepin sera là aussi, Martine Fazer pour la partie culturelle, José Thurelepin pour Messie l'habitude, puisqu'on parlera avec elle aujourd'hui de la coiffe calandée et son épingle tremblante, puisque c'est une spécialiste du vêtement créole. Voilà. Sinon, l'actualité, Naïla. L'actualité sera effectivement en majeure partie sur Pointe-à-Pitre, où on a été faire un petit tour sur la résidence de Mortenay-Nord, où l'insalubrité est en évidence et la population, les résidents de cette partie de la ville sont très mécontents parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils n'arrêtent pas d'alarmer et d'alerter surtout leurs bailleurs par rapport à l'eau, des eaux usées qui coulent un petit peu partout. On verra ça en reportage. C'est aussi contrôle de police de la BAC. C'est dans une autre résidence de Pointe-à-Pitre. Ce sera la résidence Bergevin. Donc Pointe-à-Pitre est à l'honneur cet après-midi. Et aussi, on parlera, bien entendu, c'est l'actualité coronavirus. Un micro-trottoir pour un peu vous demander ce que signifie le stade 3 et comment les tests sont réalisés à l'Institut Pasteur. Et pour finir, bien entendu, on fera un tour sur Paris avec Maurice Cissé. On va faire l'interview de Firmin Richard par rapport à son ouvrage. Alors, je vais ajouter une petite information, c'est que Hervé Weinstein, vous savez, le producteur qui avait violé, agressé plusieurs femmes aux États-Unis, il a été condamné à 23 ans de prison. Il a échappé à 6 ans. Normalement, s'il avait été reconnu comme violeur en série, il a 29 ans, il a seulement 23 ans. Seulement 23 ans, oui. C'est une vie. Autre information importante, l'ARS a mis à disposition des infirmiers et des personnels médicaux pour la Guadeloupe et pour les îles du Nord, 48 000 masques qui seront disponibles. J'espère que tout le monde aura son compte. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur, envie de dire monsieur Bemao, puisque son grand grève que Okembe a l'UTC-UGTG à Bemao, pratiquement, après son grève, LKPT a fait presque 44 jours. Combien de jours ont fait au total? 6 semaines, ouais, à peu près ça. À peu près ça. Et Maïté Hubert pour l'UGTG. Alors, situation sociale là, au niveau à les mairies, en vrai, après Bemao, ils ont attaqué Lance Bertrand. Lance Bertrand, ça a réglé? Non, Lance Bertrand n'a pas réglé, puisque nous avons dit points, nous avons avancé 6 points. Et nous, en échange immédiat là, c'est d'autres propositions, justement, nous pouvons après-midi là. Et pouvons éventuellement, si nous avons sorti si un protocole au moins de suspension de conflit. Avant dimanche. À part ça, on va pas prendre date. Ils n'ont pas ni date. Ah, ils n'ont pas prévu prendre date. Non, on va pas ni date. Il peut faire avant après dimanche, c'est pas un problème. À part Lance Bertrand, pas ni rien. Lance Bertrand, il nous signé en valorisation en régime d'indemnité à Saint-François. À Saint-François, ça a réglé. Pourquoi faire un grève, des fois aussi, pourquoi faire une négociation. Alors nous signer, donc peut-être c'est le fait qu'il y a des jours des élections, on passe ça. En tout cas, nous signer hier soir, on accorde aussi la revalorisation du régime d'indemnité. Et on attend la réponse à Mornalo pour nous répondre à la négociation, si aussi revalorisation du régime d'indemnité. Alors Nestor, avant de passer la parole à Maïté, ou élu à l'UTC UGTG, alors on joue dans l'émission radio, nous dit que peut-être vous, prochain secrétaire général à l'UGTG. Là, il va dire ça va faire réfléchir ou il va dire son blague à masse. Vous savez, quand nous avons dit nous-mêmes à l'UGTG,
le conseil syndical à l'UGTG, n'importe qui peut être candidat aux élections de secrétaire général. Ouais. Donc, nous parlions. Ça a intéressé ou pas ça? Nous parlions un monde particulier que nous avons visé. Ouais. Vous savez, les postes, c'est en fonction à monde qui est à l'entour. C'est les camarades qui ont proposé tel monde peut faire tel but. Ouais. Mais est-ce qu'on va sentir où tu as envie pour une responsabilité là ça? Vous savez, là où secrétaire général, il suffit qu'il y ait un monde à l'entour. Oui. Au conseil syndical, c'est 25 monde en conseil syndical. Le conseil syndical à l'UGTG, c'est 42 monde. 42 monde. Donc, à partir du mouvement que nous d'accord, tout le monde d'accord, n'importe qui nous peut être secrétaire général. Alors, Maïté, merci de venir. On entend pas tes voix. Et l'UGTG sorti un communiqué avant hier qui a dit bon, font carré. Carré là, c'est qui putain? Eh bien, nous toutes voyons que pour les élections municipales à 2020, il y a 143 listes. Ouais. 143 listes pour 32 communes. Alors, question là, nous avons posé, nous, mais quand il y a gagné dans ça même, parce que pour qu'il y ait tout ça candidat aux élections, c'est que certainement il y a gagné. Parce que nous avons regardé que parallèlement à ça, la situation à Guadeloupe a amélioré. Bien au contraire, il a empiré. Et là, nous avons regardé tous les problèmes qu'il y a et que nous avons dénoncés à travers des mobilisations. Nous avons bien vrai qu'il y a à faire un pays là, mais on n'a pas pensé que c'est à travers l'élection municipale que le problème est réglé. Pourquoi vrai? Alors, au Gosier, il y a 10 listes. Ouais. 10 listes. Saint-Rose, il y a à peu près 9. À Saint-Rose, il y a 9. 9, ouais. Donc, véritablement, on a dit que d'après moi, il y a d'autres buts à faire. Regardez le problème à de l'eau là. Depuis en 2009, nous signions un accord pour mise en place un véritable service public de l'eau, en qualité et en régularité. Jusqu'à présent, il y a des Guadeloupéens qui n'ont pas de l'eau en disant robinet, qui ne peuvent pas doucher le matin, qui ne peuvent pas nettoyer les parce qu'il n'y a pas de l'eau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'après le 15 mars, tous ces problèmes-là, ça est réglé? C'est ça que nous avons quoi ça, vous? Mais bien évidemment que non. Parce qu'on a dit que là, on a regardé véritablement les moyens qu'on a déployés pour faire propagande en disant l'élection là, ça. En cas de Casamance, on a dit, messieurs, si vous voyez qu'on a déployé les mêmes moyens pour nous régler les problèmes en Guadeloupe, peut-être nous sommes déjà plus devant. Alors, pour qui bitin, pas qu'à faire? Moi, pas comprendre, est-ce qu'il y a attendre justement l'élection la fête et en disant l'élection là, il y a poser ces problèmes-là, ça? Est-ce que ça veut dire qu'à partir du 16 ou au lendemain du deuxième tour, tous ces problèmes-là, ça est réglé? Et que Guadeloupe, il peut dire, ouais, il y a de l'eau en robinet, que si mon l'école, qu'il y a suffisamment de professeurs pour faire tout le programme et que véritablement les établissements qui sont adaptés fait des normes de sécurité et de santé publique bien comme il faut. Parce que nous avons rappelé que aujourd'hui, il y a de l'école qui a fermé parce qu'il y a rat en dedans. Il y a de l'école qui a fermé parce qu'il n'y a pas de l'eau. Et on peut parler de situation à pays là, on peut même parler de situation à travailler qui est de plus en plus grave parce qu'il y a des licenciements tous les jours. Il y a des liquidations. On peut parler de France Antille. On peut parler de France Antille, nous qui est vrai qui j'en ça a passé. Donc on a dit non, il faut nous arrêter de faire G. Il faut nous bien mettre en tête en nous que de toutes les manières, position nous au niveau de l'UGTG n'a pas changé. Hein. Nous avons dit et réaffirmé que de toutes les manières, dans colonie n'a pas une vocation à développer, à épanouir. Tant que nous sommes dans la colonie, rien ne peut changer. Parce que c'est eux qui ont décidé de nous. Alors, Maïté Hubert, pour ça clair, pour nous comprendre, ça veut dire que le GTG a dit jour de là, pas voté dimanche, ni le 15 ni le 22? Effectivement, il y a déjà lancé des mots d'ordre ainsi que le GTG a appelé au boycott. Le GTG n'a pas appelé au boycott. Simplement, nous avons dit chaque monde prend responsabilité à eux. Et nous avons réaffirmé que tant que nous péquons libres dans le pays là, tant que nous pouvons gommer justement pour nous vivre indépendants et souverains, rien ne peut changer dans le pays là. Donc bien au contraire, nous avons demandé à la population de mettre au bout justement pour faire en sorte qu'à travers la mobilisation, nous ayons racheté toute revendication en nous et nous faisons en sorte que nous puissions vivre dans le pays là et que petit monde en nous demain peut trouver aussi les moyens de vivre dans le pays là. C'est ça que nous avons dit. Nous venons de côté, côté Nestor Vavel. Alors, pour venir à ce conflit à Bemaola qui durait pratiquement, qu'on a dit, près de 40 jours, pour qui ça a bloqué comme ça? C'est faute à autres ou faute à la mairie là? Ça a bloqué parce que déjà nous avons signé un protocole qui n'est pas respecté. En octobre? En octobre, le 11 octobre. Et dans le deuxième temps, moi, les me dit qu'il ne peut pas appliquer le protocole laquelle il même signé là. Et nous, à partir du moment que nous savons nous des raisons, eh bien, que vous peut dire 12 mois, nous sommes restés. Hein.
Puisque si nous nettoyons, nous aussi conscients, hein, si nous nettoyons, nous sommes capables de reculer. Et d'ailleurs, ça c'est le principal du GTG. Hein. Là, nous nettoyons, nous pouvons admettre que nous nettoyons. Mais là, nous avons raison aussi, pas faire nous comprendre que nous nettoyons. Et donc, moi, pour les fonds, tu as fait chaud, tu as fait tout le butin. Nous nous mettons en place et nous démontrer après 6 semaines qu'effectivement, nous avons raison. Et surtout, nous exiger comme préalable que faut les agents arrêter, il fait notifier arrêter. Alors ça a réglé la question là, cette question assez arrêtée là. Oui, mais c'est ça qui était préalable à la signature du protocole là. Hein. Oui. Donc si le protocole là signé, c'est bien parce que ces agents là, ils notifient arrêter à eux, ils n'y arrêter à eux, ils nous arrêter là. Bon, alors, ils n'ont pas signé pour tous les agents, ils ont signé pour à peu près 200. Si tu ni 599 agents, financièrement, il dit budget peut supporter au moins 200, donc nous faisons premier tranche à 190, et nous avons vrai après conflit pour nous savoir étalement à les autres. Mais revendication, nous, s'il faut que les 500 agents, plus de 500 agents qui sont éligibles à prime là, chaque bénéficiaire des primes. Pas question que moitié, l'autre moitié pas dedans. Et donc très rapidement, hein, nous faisons un courrier, nous commandons des contrats pour nous étaler, puis faire nous une proposition. Au lendemain de l'élection là. Pas au lendemain, nous pouvons faire n'importe quoi. Non, si nous décidons de nous envoyer un courrier pour nous demander un contrat, nous ne pouvons pas attendre rien. D'accord. Parce que ce travail-là qui les est, depuis août 2017, là, ils mettent le régime indemnitaire là en place, eh bien, ils n'ont pas tenu jour. Ça veut dire que depuis la délibération, ils ont tenu un droit pas bailler. Et encadrement, et d'autres gens ont profité de situation là ça. Et donc, pas de délai. Ça veut dire que si nous décidons, bureau syndical, là, nous décidons vers section là, nous avons fait un courrier demain pour contrer, pour demander contrer, nous avons fait demain. Alors, est-ce que globalement, Nelson Favel a dans les autres communes situation la meilleure qui Bemao? Parce qu'en vont papier, Bemao est sorti, il a dit que c'est les communes qui sont mieux payées au niveau des agents. Ça, c'est Bemao qui dit ça? Oui, c'est Bemao qui dit ça. Bemao à l'échelle à tout le monde. Hein. Si Bemao est mieux payé, grève là, nous faisons en octobre là. C'est ici une grève qui a été faite depuis en 2016. Et il y a un protocole qui n'est pas respecté. Et il mettait en place, c'était un premier régime indemnitaire, il réformait, il mettait en place nouveau là. Eh bien, nous revendiquons ici. Et les autres communes, tout partout, depuis 2016, hein, depuis le congrès 2016, et même avant, hein, nous avons commencé à Capester, nous faisons 4 mois de grève à Capester sur la revalorisation du régime indemnitaire, nous faisons Bassin, nous tournons toute Guadeloupe, et nous allons continuer toujours. Alors, les cas dit Bemao meilleur qui d'autres, non, c'est nous, c'est l'UTC, l'UGTG, et avec solidarité à toute l'UGTG, tout travail, nous avons gommé dans les collectivités pour demain, chaque travail là, nous une situation meilleure. Alors, pas pour nous qui si nous pas venir gommer tout ça. Alors, on va se tourner vers Franck Bolan, qui est représentant de l'SNJ pour Fonsanti. Alors, depuis 2 jours, vous étiez en Martinique pour les négociations suite au j'ai envie de dire au ressuscitage de Fonsanti, parce que son mot n'a pas existé, mais pratiquement le journal avait été liquidé et finalement le procureur de la République a décidé de supprimer cette liquidation et de relancer l'affaire en donnant le dossier à M. Xavier Niel. Vous avez pendant 2 jours été discuté là-bas à Fort-de-France. Qu'est-ce que ça a donné concrètement pour vous? Enfin, concrètement, pas grand-chose par rapport à... Puisque de toute façon, l'offre améliorée avait été déposée, donc on a eu un échange avec le représentant de M. Niel. Le représentant de M. Niel, Antonina, avec. Ouais. Mais bon, on a échangé parce qu'on, sur certains postes, on a essayé de lui faire comprendre qu'il y avait des imprécisions, des choses qui risquaient de ne pas aller, mais l'offre améliorée était déjà déposée. Donc, au total, combien de salariés pour les 3 sites ont été retenus? Alors, au total, ça fait 126. Donc 126. Au départ, la première offre, c'était 115 à peu près, c'était 114. Ça 114. Donc il a augmenté quand même de 12 nouveaux postes. Oui, 12 nouveaux postes, 8 en Guadeloupe et 2 en Martinique, 2 en Guyane. Alors, est-ce que dans ces conditions-là... Non, pas 2 en Guyane. Oui, 8 dans en ces Guadeloupe, conditions... 4 en Martinique. Dans ces conditions, le journal peut reparaître au mois d'avril comme on l'a laissé entendre. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, pourquoi c'est pas possible? C'est possible. Les rotatifs sont à l'arrêt depuis plus d'1 mois. Il faut tout faire repartir et après... Non, le temps de vérifier que
que tout fonctionne, de refaire repartir, de faire des essais, c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est au niveau technique, oui, et au niveau journalistique même, au niveau éditorial. Ben, à ce niveau-là, non plus, on est dans le flou partout, hein, que ce soit pour l'organisation de l'imprimerie, que ce soit pour l'organisation de la rédaction. Oui. On est dans le flou total, puisque nous avons posé un certain nombre de questions et nous n'avons pas eu de réponse. Oui. Donc, voilà. Donc, normalement, Xavier Niel devait entrer en jouissance au 1er avril. Au 1er avril, c'est ce qui était prévu. Oui. Oui, mais bon, le représentant a laissé entendre qu'en amont, les représentants des salariés allaient être sollicités et certainement d'autres salariés pour travailler à la mise en place d'une organisation. D'autres salariés, c'est-à-dire? Des salariés qui ne sont pas délégués du personnel. Qui n'étaient pas dans votre équipe actuelle? Non, qui ne sont pas représentants du personnel. Mais parmi les salariés repris, il y en a certainement qui vont être sollicités. Parce que, je dis ça parce que je l'ai beaucoup entendu, qu'à l'intérieur de la rédaction de la Guadeloupe, il y avait quelques petits chirages, comme on dit en créole, entre d'un côté les rédacteurs journalistes français et les Guadeloupéens. Est-ce que cet aspect-là a été abordé? J'ai attiré l'attention de M. Marek sur ce sujet, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion d'échanger. Oui. Mais j'ai attiré son attention en lui disant qu'il y avait un souci au niveau de la rédaction et qu'il fallait le régler s'il voulait que son projet fonctionne. Oui. Donc ça veut dire que même au niveau rédactionnel, du comité de rédaction, il va peut-être changer les choses. Ce serait souhaitable de votre point de vue, je parle du point de vue du SNJ. Est-ce que ce serait souhaitable de revoir un petit peu la composition même de l'équipe? Oui, parce que quand la composition des autres rédactions dans les médias en Guadeloupe, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose. Et même en Martinique, même en Guyane, c'est pas pareil. Il n'y a qu'en Guadeloupe, et particulièrement à France-Antilles, qu'il y a cette composition de rédaction. Oui. Après, c'est pas une question de compétence, c'est juste une question de vision entre des gens qui sont dans le pays et connaissent leur pays, et des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont une vision extérieure de l'information. Et ça pesait sur la rédaction du journal, au point de vue du contenu du journal aussi? Oui, c'est arrivé que ça pèse, que pour certains sujets, que certains estiment que ça va intéresser le lecteur et que d'autres disent que non, ça n'a pas d'intérêt. Oui, parce que il faut le dire, Franck Brelan, c'est que le journal aussi a perdu des lecteurs parce que le contenu, quelquefois, ne répondait pas à la demande du lectorat. Alors, est-ce que sur cet aspect-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ligne éditoriale, il y a déjà une réflexion qui est amorcée? En ce qui concerne la ligne éditoriale, M. Marek en a parlé de manière, en survolant, et en disant que justement, tant au niveau des postes qu'au niveau de l'organisation, eux, ils ont un regard extérieur. Parce que les informations qu'ils ont eues pour faire justement leur projet, c'est pour ça qu'ils disent que le projet est certainement imparfait, puisque ils ont eu des informations parcellaires, et donc ils ont fait un projet en fonction des informations qu'ils disposaient, et ils laissent entendre qu'il faut qu'ils rentrent à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir vraiment voir ce qu'il y a lieu de faire. Je vais prendre un exemple. Dans l'offre initiale, il reprenait aucune hôtesse polyvalente. Quand on a eu un échange avec lui, on a dit oui, mais les hôtesses polyvalentes, ce sont elles qui font les annonces légales. Et comme les annonces légales, ça représente un certain chiffre d'affaires. Donc dans l'offre améliorée, il a réintégré 2 postes d'hôtesse polyvalente parce qu'il nous a dit que lui, dans son esprit, une hôtesse polyvalente, ce n'est pas elle qui s'occupait des annonces légales. Donc certainement, il va avoir ce genre de problème sur certains postes, parce qu'il y a certains postes où la façon que c'est défini, des moments, ça dit pas exactement ce que le salarié fait. Par exemple, à la rédaction, c'est plus simple.
On voit qu'il y a tant de rédacteurs, tant de secrétaires de rédaction, un rédacteur en chef. Donc c'est plus facile. C'est plus facile. Dans certains services, l'intitulé des postes n'est pas suffisamment précis pour que quelqu'un de l'extérieur qui voit l'intitulé puisse se dire, bon, ben cette personne-là fait ça, ou ne fait pas ça. Alors, en résumé, Franck Brelan, est-ce qu'on peut dire aux Guadeloupéens qui vous regardent, qui vous écoutent, qu'ils soient lecteurs de France Antilles ou pas, que pour avril, c'est presque un poisson? En tout cas, en ce qui concerne le 1er avril, c'est vraiment un poisson. Et si tout se passe bien, si tout s'enclenche bien, oui, peut-être dans les derniers jours d'avril, oui, si tout se passe bien, mais moi je pense plutôt pour mai. Je pense que, en plus, l'éventuel repreneur a dit qu'il ne souhaitait pas précipiter les choses. Donc si en plus on ne doit pas précipiter les choses, qu'on doit prendre le temps de bien mettre en place les choses, oui, je pense que ça va prendre un certain temps, surtout qu'il a l'intention de faire en sorte qu'il y ait une rupture entre ce qui se faisait avant et le prochain journal. Le prochain journal. Et en plus, c'est le dernier point. De toute façon, demain, on va en parler demain. Techniquement, le journal sera imprimé, les 2 éditions seront imprimées en Guadeloupe. Ça veut dire davantage de travail pour les techniciens de l'impression. Ouais, voilà, donc c'est ce genre de questions qu'on a posé, puisqu'on se retrouve avec des gens quand même en moins à l'imprimerie, oui, mais qui vont devoir assurer 2 éditions. Donc comment? Donc là, pour le moment, on n'a pas de réponse sur ça. Mais bon, je voudrais ajouter quelque chose quand même, parce qu'on peut se réjouir qu'il y ait 126 personnes qui sont reprises, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura quand même 108 suppressions de postes, et que ces personnes vont partir sans vraiment être accompagnées. Donc voilà. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose, justement. Alors, je vais me tourner vers Maïté Hubert, qui est à l'UGTG, qui est à l'UTT aussi. Là, on attend ça pour ces gens-là qui payent pour ça. Qui sont à l'UGTG, je crois ça? Non, simplement, nous ne pouvons pas dire qu'on les interventions que Yoja fait au niveau de l'UTT. Oui, ça bien, ça peut permettre effectivement un certain nombre de salariés de garder le travail à eux. OK, mais à quel prix? C'est ça qu'elle nous a dit. Elle nous a dit que malheureusement, là, nous avons des gens qui ont traité ce dossier-là, ça, c'est véritablement, encore une fois, vrai que c'est le même système colonial-là qui est en place et qui a agi, puisque nous, bien vrai, à partir du moment où ils suspendent liquidation-là pour permettre M. Niels de rentrer justement et des fonds de reprise, à partir de là, nous avons déjà senti qu'il y a un problème dans ça. Alors, quand il reprend 126 salariés, ça bien, d'accord? Mais pour restant là, PANI, effectivement, comme camarade l'a dit, PANI, pour accompagnement, il ne peut pas permettre, effectivement, que ces camarades-là, ni un accompagnement qui déjà prévoit, dans le cas de la liquidation-là, qu'ils continuent à bénéficier de l'accompagnement-là, ça, pour regarder qui, genre, est-ce que, dans via eux, ils peuvent faire une reconversion. D'autant plus que les camarades nous gourmet en lot au niveau des différentes collectivités pour assurer nous qu'il y ait en procédure en place ou alors en cellule d'accompagnement, que ce soit au niveau de Pôle emploi, mais que ce soit aussi au niveau de la région et du département, pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement spécifique pour ces salariés-là, parce qu'elle nous a rappelé que c'est quand même des métiers qu'on ne peut pas trouver tout partout. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, c'est mon ça peut trouver travail. Donc il y a la nécessité de mettre en place des cellules dédiées à ces gens-là pour garder qui accompagnement qu'il y a justement pour trouver travail en d'autres côtés et faire une reconversion. Donc ça que nous déjà gourmé pour mettre en place, il va disparaître. Il va disparaître et il va bien préciser que de toutes les manières, même les gens qu'il y a gardé, si à travers liquidation là, ils ont déjà prévu de faire d'autres bitins, ils ont déjà préparé pour faire d'autres bitins, ça c'est problème à eux. Hein. PANI, même à niveau là, ça PANI, encore une fois, pour mesure d'accompagnement pour permettre salariés là d'être partis quand même. Donc c'est un système, c'est vraiment en gestion, encore une fois, coloniale. Et même au niveau des AGS, quand ils ont fait, ils ont transféré gestion à ces dossiers-là au niveau des AGS France. C'est bien pour que les camarades
pas au courant qu'est-ce qui a passé et pas mélanger yo, pas bailler avis à yo, pas bailler point de vue à yo si quoi que ce soit. C'est pour peut gérer depuis la France tout bitin là et vous pas ni rien dit encore une fois. Merci en tout cas de l'intervention pour ça t'est clair. Un dernier mot pour Nestor Favel, vous sorti réélu secrétaire général à l'UTC-UGTG. Combat derrière pour Manier. Combat derrière pour Manier, puisque effectivement pendant les 2 jours nous faisons le débat sur la situation globale à la collectivité en pays Guadeloupe et nous devons reconnaître que malgré tout, ni des camarades qui ont souffert aussi en termes de répression, il a souffert, donc il faut nous continuer. Et c'est pour ça que le thème en nous, c'était demain pas certain. Ouais. Alors, bon, et là, depuis, après des jours là, nous sommes partis avec Chichimé, nous avons un chemin à tracer, nous avons un chemin à prendre, et nous continuons à gommer, puisque nous savons très bien contre le nous avons une période politique à présent, d'ici 2-3 jours, que nous demain en Guadeloupe, nouveau, sérieux, et donc nous allons continuer, nous aussi à déposer des revendications, des préavis là qui sont nécessaires immédiatement, de façon à ce que nous ayons un équilibre. Nous ne pouvons pas accepter ce genre-là dans le pays, même si tout ce qui est déchets et ordures ménagères transférés dans les communautés d'agglo, mais la propriété urbaine va rester encore pour la collectivité, là, pour la mairie là, et nous ne pouvons pas vivre dans un pays sale comme ça, parce que entre autorités là, la communauté là, c'est mairie là, en tout cas à travers de tout ça, l'Union peuple a souffert, l'Union peuple a dit, rat ka entrer devant portail, microbe ka venir devant portail, ne peut pas accepter ça. Et aussi dans l'orientation nous, si épidémie à coronavirus, nous demandons aussi, nous avons exigé déjà que les autorités appliquent texto toutes les mesures qui sont sorties de façon à protéger les travailleurs, protéger le peuple là, protéger le peuple Guadeloupe, qui a accepté l'on plus que nous partions en demi-mesure, parce que nous savons très bien, politique en nous, il y a quelqu'un qui dit nous que faire après, mais entre-temps, peut-être certainement, nous qui avons mordé ça, alors nous allons attendre, depuis, nous avons commencé à préparer, nous avons demandé aussi, nous avons demandé de contrer ça, pour nous savoir qui sont les mesures, nous-mêmes qui mettre en place, et les d'autres mesures qui sont sorties en France, pour nous exiger qu'ils appliquent en entier. Merci. En tout cas, encore rappeler, ni 2 mois, l'UTS renouvelé secrétariat, l'UTC renouvelé aussi. Le GTC, c'est qui temps, Maïté? En mai. Peut-être madame l'année là, ça? Bon, 12h58, nous boutons pour première partie à cette scène-là et nous allons retrouver tout à l'heure là pour développer l'information et où souvent les autres invités, Léla Bridan, José Turlepin et Martine Fazio. À plus tard. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News, il est 13h06, on va recevoir tout à l'heure Léla Bridan, bonjour. Bonjour. Cantatrice, elle est en tournée à partir du 14 mars à l'Archipel pour un concert lyrique et de haut vol. Je ne sais pas si c'est en avion, mais enfin on va en parler tout à l'heure. Il y aura aussi notre cher ami Messi Labitide. Bonjour José. Bien bonjour. Et avec elle on va parler de la coiffe calandée et de son épingle. Tremblante. Donc, voilà. On parlera surtout de l'épingle. De l'épingle aujourd'hui. On avait précédemment parlé de la coiffe. Pour l'instant, on va faire un petit tour à Pointe-à-Pitre, Naïla. L'insalubrité à la résidence Mortonol, ça continue. Ça continue, on va dire, c'est un bis repetita. Ça fait des années qu'on ne cesse d'entendre que la résidence Mortonol nord de Pointe-à-Pitre est victime d'eau usée un petit peu partout. Les habitants trouvent cela invivable et surtout l'odeur et la puanteur quand on passe sous les immeubles. Donc effectivement là, ils ont encore refait un appel je pense que c'est un appel au secours, on est en 2020 et qu'on doit dignement pouvoir habiter dans des endroits propres, salubres et sans effectivement avoir eau usée plus rare comme compagnon de route. Donc reportage Vianney Valviarde. Ça fait plusieurs mois, voire des années, que les gens se trouvent dans des difficultés, où on les confronte à des odeurs résiduelles dans l'immeuble. Et voyez par vous-même comment ça se passe sous l'immeuble avec les matières fécales, les eaux usées de tout l'immeuble qui descendent et qui sont à fleur de sol. Les gens de toute façon sont contraints à supporter ces odeurs-là toute la journée et parfois le soir. C'est difficile pour ces personnes-là, je pense. Il y a certainement des réponses qui ont déjà été données, je ne sais pas, mais est-ce qu'eux ils font quelque chose derrière pour résoudre cette problématique? Je ne sais pas. On essaie de les avoir, c'est pas évident de les avoir. On appelle un numéro spécial, personne ne répond. Pour avoir quelqu'un et pour les déplacer, c'est très 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 difficile.
Délaisser peut-être pas, mais je pense que chaque personne fait sa petite cuisine de son côté. Et c'est dommage quand même que les gens, un immeuble qui a quand même plus de 50 ans, que les gens vivent dans ces conditions-là. L'immeuble est peut-être encore aux normes, on ne sait pas, mais entre la SIG qui se renvoie la balle avec la municipalité qui a déjà des problèmes, eh ben, ce sont les habitants, les locataires qui sont un petit peu pénalisés dans toute cette histoire. Il y a des édifices où les personnes ont été relogées. Il y a d'autres qui ont été détruits, des reconstructions. Donc je pense qu'il y a une campagne de reconstruction des immeubles. Mais peut-être que Mortenol fait partie, mais avec toutes les difficultés financières que la municipalité rencontre maintenant, ce sera quand? Donc on ne sait pas. Entre-temps, jusque-là, les gens sont obligés de rester dans cette situation. Voilà, Mortenol Nord, et je ne suis pas sûr qu'au sud ça soit mieux. Alors, on va parler un petit peu, changer un peu, parce que vraiment, on veut oublier ça. On reçoit Leïla Bridan et dans Tournée aux Antilles. Bonjour. Bonjour. Première fois qu'on vous reçoit ici, en tout cas dans cette émission. Et donc, vous êtes soprano. Qu'est-ce que c'est une soprano? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Je suis chanteuse d'opéra et je chante dans la tessiture qui est soprano, ça veut dire les voix aiguës. Les voix très aiguës. Aigu, oui, aigu et colorato très aigu. Bien, alors, vous avez commencé en Guadeloupe et puis vous êtes exporté. J'ai commencé en Guadeloupe, pas le chant lyrique. Hein. Oui. Le chant lyrique, c'était vraiment quand j'étais à Paris avec mon professeur de chant, Molière Atalis. Mais je suis née en Guadeloupe, j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe. Voilà. Même, oui. Et c'est quand je suis partie faire mes études de musicologie que j'ai découvert le chant lyrique au conservatoire et qu'après, je me suis dirigée vers une carrière professionnelle. Vous avez même rencontré Barbara Hendricks? Oui. J'ai fait sa première partie. Quel honneur. Ah ouais? Oui, carrément. Oui, la première partie du concert qu'elle a fait en Guadeloupe en 2016. Ah si, je m'en souviens. Ouais. Voilà. Ça fait très longtemps. Alors, comment se porte le chant lyrique pour une Guadeloupéenne quand elle est à l'extérieur? Je ne parle pas de la Guadeloupe, on va en parler, mais à l'extérieur, qu'on voit une Noire qui vient faire du chant lyrique, comment ça se passe? Mais ça ne pose pas de problème plus pas que de problème. ça. Barbara Hendricks, elle est bien noire, n'est-ce oui, pas? américaine. Oui, mais après, au contraire, ça veut dire que si je suis la seule noire, on ne peut pas m'oublier. Oui, d'accord. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai, on marque plus, pourquoi pas? Oui, ça se passe bien en général? J'ai pas rencontré de soucis, je ne peux pas dire qu'il y a peut-être pas de problème, mais en tout cas, personnellement, je n'en ai pas rencontré. Au niveau de la performance, alors, par rapport aux autres sopranos que vous rencontrez, comment vous vous situez dans le concert des sopranos du monde? J'avoue que je ne suis pas dans cette dynamique de comparaison. Je fais ce que j'ai à faire. Et bien, parce vous le faites fait, bien. J'espère que je le fais bien. J'espère, j'ose espérer. Oui. Non, mais je pense que chacun, d'ailleurs, dans le métier de la voix, chez les présentateurs, etc., chacun a son timbre de voix, chacun a sa voix et une voix unique. Donc, je trouve que les comparaisons n'ont pas lieu d'être, selon moi. Comparaison n'est pas raison, voilà. Voilà. Oui. Ça dépend de la sensibilité de chacun. On peut aimer une voix, on peut dire qu'une voix est belle, et voilà, c'est vraiment très, très subjectif. D'accord, bien sûr. De toute façon, les goûts et les couleurs, c'est pareil. Exactement. Alors, en Guadeloupe, comment ça se passe? Alors, vous allez faire votre tournée en Guadeloupe. Je sais que vous êtes passé plusieurs fois déjà au MAC avec un groupe américain il y a quelques années, je me souviens. Alors l'année dernière, effectivement, j'étais dans le Festival international de musique Saint-Georges. Oui, Saint-Georges. Je parlais peut-être un peu vite. Festival international de musique Saint-Georges, avec le chef d'orchestre Marlon Daniel. Voilà, exactement. Voilà, et c'était à Saint-Pierre et Saint-Paul. Oui. Et vous avez fait la même tournée aux États-Unis? Vous êtes parti avec eux? J'ai fait un concert aux États-Unis avec. Alors l'orchestre était un petit peu plus réduit. C'était également l'année dernière, en janvier dernier. Voilà. Oui. Et j'ai chanté des musiques du Chevalier de Saint-Georges. Alors aussi une jeune Guadeloupéenne qui vous regarde maintenant, envie d'entrer dans cette carrière, qu'est-ce que vous lui diriez? D'y aller. Que c'est difficile. C'est difficile. Bien sûr, comme tout métier. De toute façon, il faut vouloir. Il faut travailler dur. Il faut avoir la voix aussi. Oui, il faut avoir la voix, mais il faut surtout travailler parce que la voix que j'ai aujourd'hui n'est pas la voix que j'avais il y a 10 ans quand j'ai commencé. Donc, il faut beaucoup de travail et beaucoup de volonté et je pense qu'on peut y arriver. Oui. Justement, la curiosité, combien d'heures combien d'heures par jour on consacre à sa voix C'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement et ma réponse n'est jamais très précise. C'est-à-dire que dans le travail du chant lyrique, il y a le déchiffrage des morceaux. Donc, effectivement, il faut
voilà, il faut apprendre la partition, il faut apprendre les notes, à chanter les notes, mais il faut aussi souvent déchiffrer les mots qui sont peut-être en allemand, enfin il faut traduire plutôt en allemand, en italien, donc, et après il faut faire un gros travail sur le texte même, sur le rôle qu'on doit interpréter, donc avec le contexte historique, pourquoi le compositeur a... Enfin, est-ce que ça a été une commande d'un mécène? Est-ce que c'était... en général, c'est souvent un sujet actuel. Et donc, c'est un gros travail en interne pour pouvoir après présenter le morceau avec... en comprenant les mots qu'on dit, même s'ils sont en langue étrangère, et voilà. Mais justement, alors, c'est vrai qu'on n'est pas très habitué au chant lyrique, c'est vrai que ça commence à venir. Alors moi qui suis justement pas du tout dans ce style de musique, qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que je dois entendre? Parce que c'est vrai qu'on entend chanter, c'est vrai, les vibratos, les trucs, on se dit bien, mais une personne qui est vraiment... on lui dit, je t'invite, on va voir un concert, son attention doit se porter sur quoi? Le ressenti, selon moi. Oui, vraiment, vraiment. Il ne faut pas se dire, oh, je n'ai rien compris, je suis inculte ou des choses comme ça. Non, la musique, c'est vraiment une question de ressenti. Forcément, quand ce sont des morceaux qui sont en italien ou en allemand, c'est normal qu'on ne comprenne pas. Là, pour le coup, le répertoire que je vais présenter samedi, il y a aussi des morceaux en français, il y a de la mélodie française. Donc j'espère que voilà, le public pourra comprendre. Mais c'est vraiment une question de ressenti, selon moi, vraiment. Et souvent, d'ailleurs, quand j'ai chanté à Bemao il y a déjà 2 ans, les gens me disent « Ah, mais je pensais que je n'allais pas aimer, mais finalement c'est beau. Hein. » Donc c'est vraiment non, mais c'est vrai, c'est une question de ressenti. Léla, on peut imaginer un jour une composition en créole? Bien sûr, pourquoi pas. Non, mais je pose la question. Ah, tout à fait. Mais personne n'a encore essayé. Alors peut-être que ça existe, mais je ne sais pas. Oui. Mais non, pourquoi pas. Hein. Il y a eu l'opéra K. Voilà, c'est ça. Il y a eu l'opéra K. L'opéra K, mais... Di Falco, il chante en créole? Alors ça, c'est autre chose. C'est pas composé. Enfin, il chante... Il interprète, Voilà, avec sa voix lyrique. Non, mais je parle de l'opéra K. Il y a eu des compositions. Des compositions pour cet opéra. Avec... ah oui, c'était... comment il s'appelle? Avec Carole, et j'oublie... Carole Benitolo. Oui, Caleb. Oui. Voilà, j'oublie les Donc ça existe. Ça a déjà existé en tout cas. Oui. Donc il y a... perpétuer quoi. Non, mais moi je m'interroge. Et la Guadeloupe, une fois encore, prouve qu'elle est quand même terre de novation. C'est avec Pascal Vallot, c'est le... Non, je parle d'opéra K. L'opéra K carrément, mais celui-là, j'ai pas vu. Attention. J'ai pas vu. Opéra K. Elle parle l'opéra K. Bon, alors on va voir un peu. J'en ai entendu parler, c'est vrai. J'aime beaucoup l'opéra. Oui. Alors on va voir un petit extrait. On a une vidéo. On va voir un petit extrait de Léla interpréter une de ses chansons. Enfin, non, c'est pas une chanson, un opéra. C'est pas une chanson. C'est des interprétations. Oui, une interprétation. Chaque mot a sa valeur.
Trois extraits donc de Leïla en Guadeloupe et une autre fois on était où en Europe? C'était à Paris. À Paris. Et donc, alors comment ça va s'organiser samedi? Samedi, donc à l'Archipel, à 20h. Qui accompagne d'ailleurs au piano? Simon Carré, qui accompagne au piano. C'est mon accompagnateur, que vous avez vu d'ailleurs sur un des extraits. Et nous travaillons depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi sur un répertoire. Et nous avons déjà fait 3 concerts sur Paris. Et étant originaire de la Guadeloupe, je me suis dit, mais pourquoi pas? Oui, quand même. Donc nous sommes dit, on va présenter ça aux... Ça dure combien de temps? Les Guadeloupéens. Un peu plus d'1 heure, je dirais 1h30 en tout. Ouais. Il faut avoir du coffre quand même pour tenir 1 heure toute seule en solo. Il faut être en forme. Oui. Il faut être en forme, donc une hygiène de vie, un peu de sport. Voilà. Après, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude? Oui. Bon. Et après ce concert de la Guadeloupe, vous repartez? Après ce concert de la Guadeloupe, je repars. En mai, nous serons en Guyane. Oui. Le 9 mai en Guyane. Pas de Martinique prévu? La Martinique, c'est pour la fin de l'année. Fin d'année? Voilà. Bon, on vous remercie, vous êtes sur la bonne voie. Il est 13h21 et on va passer tout de suite à un autre registre féminin. Là, c'est le registre de l'habit, mais cette fois-ci de l'épingle tremblante. Bonjour, José. Bien bonjour. Vous connaissiez Léla quand même? Absolument. Oui? D'accord, je pose la question. Absolument. C'est mon la pointe. Bon, alors. Elle est passionnée de en plus, elle est passionnée de ce genre de musique. Oui. Alors, cette broche-là, l'épingle tremblante, qu'on oublie un petit peu. On oublie un petit peu, parce qu'on peut avoir la photo. Oui, on peut avoir la photo. Cette broche très originale qu'on voit sur les coiffes, particulièrement les coiffes calantées. Et il a été intéressant de faire des recherches un petit peu sur est-ce que cette épingle était un bijou spécifique de la Guadeloupe. Alors, je n'en ai pas trouvé, les recherches, ça évolue. Aujourd'hui, je n'en ai pas trouvé d'épingle portée exactement de la même façon. Mais les origines nous amènent à un bijou qui serait européen, avec des amalgames techniques. Non, on n'a pas l'image. Il me dit qu'il n'a pas l'image. Non, pas encore. Mais le temps qui... Oui. Bon, alors on continue quand même. Alors, c'est un bijou qui a été créé ici, dans les colonies, à la demande des livres de couleur, parce qu'elles voulaient, c'était une façon aussi de se distinguer et surtout d'affirmer leur position sociale. Mais cette création ne s'est pas faite sans mal. On ne va pas oublier qu'il était interdit de porter des bijoux en or particulièrement. Pour les femmes esclaves. Voilà, les livres de couleur. Donc elles ont défié une fois de plus cette interdiction stipulée par les lois somptuaires. Donc un bijou qui a quand même une valeur de rébellion, qui a quand même un goût de rébellion. Et ce bijou, il est né avec un amalgame de techniques, un amalgame d'apports. Et l'origine est pas précise, mais on peut trouver plusieurs sources qui pourraient expliquer cette épingle tremblante qui reste même à l'époque un bijou, vous voyez, sur la tête de la dame. Oui. Voilà, qui reste quand même un bijou assez rare dans la cassette des dames. D'accord. Donc, l'épingle, on peut la rattacher à l'épingle à chapeau, qui est un bijou européen, donc dans le sens et l'esthétique et surtout le sens de cette épingle. On voit un peu mieux là. Oui. Voilà, fixée. Donc c'est une épingle qui a une valeur essentiellement décorative. Et on peut aussi la rattacher à la broche trembleuse. Broche trembleuse. Oui. Qui est un bijou très très rare et un bijou qui était très cher parce qu'il était énorme, il se composait en plusieurs parties. Il pouvait devenir une épingle à cheveux, une petite broche ou un diadème. Donc tout ça réuni dans le même bijou, mais qui avait la particularité de trembler, ce qui faisait ressortir encore plus la lumière des diamants qui ornaient ce bijou. Donc on peut rattacher cette épingle tremblante, parce qu'il y a eu amalgame d'époque de techniques, pour pouvoir arriver à cette épingle tremblante qui est spécifique, un bijou spécifique des Antilles françaises. Donc le sens de l'épingle tremblante, c'était un bijou décoratif pour la coiffe calandée, qui était une coiffe de cérémonie. Et au bout de cette épingle, donc 3 fils d'or qui se montaient comme un ressort. Et au bout de ce ressort, on fixait soit la dent
du premier enfant portée au baptême ou une mèche de cheveux de ce premier enfant. Originellement, c'est un bijou qui est porté par la Da, donc la Mabo, qui emmenait l'enfant au baptême. Ça existe toujours, les Da et les Mabo? Non, ça n'existe plus. Et pour faire honneur dans son rôle, parce que c'est quand même elle qui éduquait, au bout de ce tremblant, elle mettait la dent, une dent de lait, ou une mèche de cheveux de ce premier enfant. Donc, un bijou spécifique. Alors, par la suite, ce bijou, porté par l'ADA, porté par une femme de certain âge et de certain statut, parce que le rôle du bijou en lui-même est de préciser, d'affirmer sa position sociale. Donc l'ADA, c'est quand même un personnage qui avait une place centrale dans l'éducation. Et des jeunes femmes s'emparent de ce bijou, qu'elles posent sur des coiffes voilées au vent, sur d'autres coiffes. Vous imaginez à l'époque le scandale que ça pouvait faire. Et on l'appelle aussi, tu ne m'as pas demandé pourquoi. Le bijou de la provocation, c'est ça? Le bijou de la provocation. Mais pourquoi on l'appelait le bijou de la provocation? Alors là, je reviens bien que certaines indications se précisent, c'est parce que les jeunes femmes entretenues coupaient une mèche de cheveux de leur amant, qu'elles fixaient au bout de ce tremblant. Oui. Il n'était plus la mèche de cheveux du premier enfant. Voilà. Et lorsqu'elles étaient en vue de l'épouse légitime, secouraient de façon très ostensible ce tremblant, voilà, pour attirer l'attention. Comme on dit, c'est d'abab. Chastrin. Donc vous comprenez pourquoi on l'appelle le bijou de la provocation. Pour deux choses, par rapport à cette mèche de cheveux, et surtout que les jeunes femmes, normalement, ce bijou n'était pas censé être destiné à être porté sur des coiffes. Voilà. Donc, un même bijou, un même port qui catalyse deux provocations. Voilà. Interdiction de la loi coloniale et en même temps provoque la femme mariée. Ça se fait toujours, José? Alors, ça se fait et j'ai envie de faire un hommage à une jeune Guadeloupéenne qui est dans son mémoire de 3e cycle en art déco à Strasbourg, a décidé de présenter cette épingle tremblante pour son sujet de mémoire. Donc, le présenter de l'image jusqu'à la réalisation. Donc, vraiment, Aurélie Victoire Célani, sa maman m'a contactée pour me dire, mais voilà, donc vraiment lui parler. Et un travail de recherche de longue haleine sur plus de 3 ans, où elle va présenter cette épingle tremblante en interconnexion avec à la fois le contexte historique et sociologique, mais aussi le contexte avec un regard nouveau, parce qu'elle a mis en parallèle avec une interprétation avec le bigidi, qui est une pratique gestuelle de référence sociale dans la danse technica mise en valeur, en évidence par Léna Blou. Donc un regard complètement nouveau sur cette épingle tremblante, historique, sociologique, mais en relation avec la danse de bigidi. Parce que l'épingle, finalement, il y a bigidi, aussi. Voilà, c'était pas mal, bien vu. En tout cas, cette Aurélie, on pourra la recevoir un jour ici? Je compte bien la recevoir. Pour l'instant, on va lui souhaiter bonne chance parce qu'elle n'a pas soutenu son mémoire. Mais vu comme ça, elle a toutes les chances parce que c'est extrêmement novateur. Et puis, avec de jeunes technicien de l'art, je pense que l'épingle tremblante va très bientôt revenir à la mode. On espère. José, un dernier mot. Ce que vous avez sur la tête aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une tête calandée? Non, c'est enveloppé tête. Mais j'ai imité un petit peu. Alors, le calandage n'est pas duplissé. J'ai imité un petit peu les plis repris sur la coiffe calandée. Mais c'est enveloppé tête, c'est-à-dire que j'ai fait ça en arrivant dans les toilettes. Bien, Marjolaine. Merci. 13h29, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Et notre invité, Martine Fazer, tout à l'heure pour la culture selon Martine. Tout ça, merci dans les étiels. On remercie Leïla. Merci à vous. Qui, je disais, qui était sur la bonne voie. Et qu'elle continue. Et que samedi, il reste encore quelques tickets, quelques places disponibles. HTP, BIT, Leïla Bridan GP, si vous voulez être samedi prochain avec Leïla pour soit tourner. C'est un one shot, c'est un seul concert. Exactement, concert unique en Guadeloupe. Waouh, merci Leïla d'être venue. Sinon, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, ok. Voilà, il est 13h36, Martine est déjà là. Martine, bonjour. Bonjour Danick, comment ça va?
Bah, nous là, hein. Nous là? Nous avec un bébé des jours. Vous avez un bébé des jours? Bon. Et troisième là, alors? Hein? C'est 4 jours, mon nez. Hein? Ah, c'est 4 jours, d'accord. Pas ça, bon. Enfin, je ne sais bref. pas où sont les deux autres, mais tu m'expliqueras en dehors. Ça après. Oui, bien Faut sûr. pour voir. Alors, il est 13h37, on retourne vers Naïla pour le micro-trottoir. J'ai dit tout à l'heure que 48 000 masques vont être distribués par l'ARS aux personnels médicaux. D'une manière générale, vous n'en aurez pas, Naïla? Ben, je ne suis pas en exercice, donc voilà, normalement non. Ouais. Il faut dire aussi, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment protéger l'autre, c'est pas seulement se protéger. Oui. Et les personnes qui mettent les masques... des masques très filtrants, hein, vraiment c'est de ça, qualité. les masques, ça n'a pas d'utilité parce qu'on a déjà expliqué qu'il faut effectivement se laver les mains, éviter quand on était en... J'ai vu une petite vidéo sur les réseaux des jeunes de Morne-à-l'eau qui ont vraiment compris. Donc c'est vraiment, on éternue, on se protège, d'accord, pour éviter de postillonner sur les autres. Et on se lave les mains avec le produit, mais il y en a plus. Les mains à l'eau et au savon. De Marseille. Chaque fois qu'on sort, je suis désolée, c'est le b.a.-ba de l'hygiène. Il n'y a pas besoin d'avoir de gel hydroalcoolique à tout bout de champ parce que ça n'a pas existé avant. On se lave les mains, on sort des toilettes, on se lave les mains, on se lave les mains, et effectivement, et on évite des contacts quand on ne le peut pas. C'est pour ça que dans la vidéo qu'on va bientôt montrer, il se salue avec les pieds. Oui. Si on a envie de se toucher, pourquoi pas? Ou bien type bombe avec fesses. Mais en tout cas, on trouve. Mais le micro-trottoir, effectivement, sur le coronavirus, c'est savez-vous ce que signifie le stade 3? C'est Dylan Begara et Stanley Manicor qui ont réalisé ce reportage. Épidémie de plus, donc on fait avec. C'est au stade 3 déjà? Je suis une ancienne infirmière, donc je connais tous les risques. Je ne sais même pas pour le stade 2 ce qu'il y a, alors à plus forte raison le stade 3. Sur ce que j'ai compris, normalement, il parle de débuter le confinement des personnes. En attendant tellement de paroles, je ne sais pas répondre de ça, parce que ça y est, on a dit pour le moment, il n'y a pas ça. On a constaté qu'en confinant les gens, là, ils ont pu quand même, c'est pas résolu. Mais ils ont ralenti quand même la progression. À quoi ça sert, puisque les frontières sont ouvertes? C'est grave, c'est très grave ça. Éviter de côtoyer surtout les personnes âgées. J'évite d'aller dans les lieux où ils sont trop fermés, où il y a beaucoup de monde. Confiner, ça permet quand même de savoir est-ce qu'il y a une évolution, est-ce que ça sécurise malgré tout. Il y a un gros ralentissement qui s'est produit. Donc à partir de cet instant-là, la France doit prendre des exemples. Il y a certains quartiers qui vont être fermés, les écoles fermées, tout. Je sais pas, franchement, je comprends il faut qu'on fasse quelque chose, que le gouvernement fasse quelque chose pour au moins donner de l'espoir. Écoutez, je pense qu'il faut juste être lucide, avoir les bonnes manières, se laver les mains, ne pas éternuer dans le visage des autres, être propre quoi. Eh ben, les plus efficaces, c'est se laver les mains très souvent, ne pas serrer la main, ne pas s'embrasser et éviter tous les lieux confinés. C'est une épidémie de plus ou de moins, donc voilà. Donc, mais après, comme je dis, il faut quand même faire attention. Je fais attention, je me lave les mains, je désinfecte mes mains. Enfin, il faut pas non plus trop... On se protège mutuellement. On évite de se frotter. C'est une épidémie de plus, mais qui est plus dangereuse, effectivement. Donc il faut quand même prendre certaines précautions. C'est des choses que nous sommes censés connaître. Se laver les mains, c'est primordial. Il ne fallait pas attendre une épidémie pour pouvoir dire « Ah, il faut se laver les mains, si je tousse, je mets ma main devant ma bouche ou dans mon coude. » Il faut arrêter quand même. Donc, soyons plutôt... on va parler d'une question de civisme, voilà. Et si aussi on peut porter des masques, bien que... Thème de plaisanterie, le carnaval a pris fin. Mais si on peut se cacher quand même le visage, si on a quelques doutes, ça vaudra mieux pour tout chacun. En plus, ça tue. Alors, c'est grave, c'est grave. Moi-même, j'ai peur de ça. Peur, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai peur, mais bon, si on peut faire quelque chose pour l'éviter, à quoi bon la peur? Non, j'avais du gel à la maison. Je suis maman d'un petit garçon, donc il va souvent faire du vélo. J'ai tout ce qui concerne. J'ai une pharmacie chez moi, comme tout parent normalement. Donc non, pas du tout. Mais je me demande si c'est pas encore là. Parce que ça fait le tour. Pourquoi nous serions super... Non, j'ai comme l'impression qu'on l'a déjà. Et puis de toute façon, les frontières, et on n'a pas le choix de... Bon, on prend ses précautions, fermer les frontières, empêcher aux gens qui ont été en contact avec des personnes malades de rentrer dans le pays.
Parce que il y a dit pas ni à Guadeloupe, mais on est tous les jours à bateau là, il y a tous les jours à avion là, qui n'ont pas dit pas ni. Quant à ça, tu es ça. Il y a pas sur le monde qui là. Mais là, question nous vont dizaines ou vingtaine d'années. On a toutes sortes de maladies qui peuvent nous tuer, donc du coup, on n'a qu'une vie. Donc si on doit mourir par rapport au coronavirus. Non, c'est pas bien ça. Voilà, non, on ne va pas mourir du coronavirus. Jusqu'à maintenant, on est protégé, tant mieux. Bonjour Martine. Bonjour Danique. Alors, la culture selon Martine, qu'est-ce que c'est cette semaine? Je mets mes lunettes pour mieux te voir, mon enfant. Ben voilà. Je suis en couleur. Oui. Bah écoute, bonjour Danique, bonjour oui. à Naïla et bonjour à tous les téléspectateurs, aux auditeurs de RHT, de C10 et à mon fan club. Hein, voilà. Aujourd'hui, après quelques petites semaines d'absence, je suis contente de vous retrouver, bien sûr. Idem. Et puis tout de suite, je vais parler, figure-toi, de l'actualité. Alors l'actualité, il y a deux sujets. L'un que je ne prononcerai pas le nom, c'est celui dont on ne doit pas dire le nom. Et l'autre, ce sont les élections municipales. Élections municipales, mais je vais en parler d'un point de vue historique, bien sûr. Après tout ça, on sera fatigué quand j'en aurai parlé, j'en suis certaine. Et tout le monde n'aura qu'une envie, c'est faire dodo. Oui. Donc, je vais vous parler de la paresse. La paresse. La paresse. Le droit à la paresse est de dormir. Et puis, on terminera bien sûr avec de la musique en perspective, un nouveau festival. Musical. À voir et à entendre. Musical. Musical, ouais. Et un petit agenda. On y va? C'est parti. Bon, c'est parti. Allez hop. Élection municipale ce week-end, donc premier tour. Et il y a peu, finalement, les élections municipales n'étaient pas ouvertes à tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas voter. Sais-tu à quel moment c'est devenu d'abord une élection municipale? Depuis quand? Et comment s'appelaient les maires avant? Eh bien, il y a un peu plus de 120 ans, je crois que c'était le 5 avril 84, on a fait rentrer le suffrage universel dans les mairies. Un pari en faveur de la démocratie locale à ce moment-là. Et puis, un premier député, il s'appelait Sieyès, oui, en 1789, eh bien, il lance un appel pathétique à une assemblée constituante parce que à ce moment-là, eh bien, il y avait une paralysie administrative. Eh bien, il a voulu que soit nommé dans la journée un comité de 3 personnes qui pourrait présenter le plus tôt possible un plan pour les municipalités, pour la municipalité. Quelques semaines plus tard, eh bien, on retrouve le découpage que nous avons aujourd'hui, soit 44 000 communes en France. C'est opéré et c'est encore à peu près de rigueur aujourd'hui. Alors, cette petite histoire des élections municipales, eh bien, c'est un abbé de Saint-Germain qui a le premier employé le mot de major pour désigner celui qui dirige un domaine. C'était au XVIIIe siècle. Et ce mot de major est devenu le mot maire depuis. Et au cours de la Révolution française, eh bien, on sait que vers 1789, les 44 000 communes ou municipalités qui sont créées vont remplacer en fait les paroisses et on y mettra des maires, des majors et des conseils d'élus qui vont présider à ces petites communes. À l'époque, les seules personnes qui pouvaient voter, finalement, c'était ceux qui payaient des impôts, figure-toi. Il fallait au moins avoir un impôt qui était égal à 3 jours de travail pour être admis à voter. C'était le scrutin censitaire. Et puis, pour être élu, c'était la même chose. Il fallait être aisé, payer un impôt. Et cette fois-ci, son impôt devait être égal à 10 jours de travail pour que l'on puisse avoir le droit de mettre un bulletin dans l'urne et donc de participer à l'élection. Voilà donc les petites histoires que je peux vous raconter sur ça. Aujourd'hui, eh bien, on sait comment se passe une élection municipale. Mais savez-vous que, par exemple, en Guadeloupe, eh bien, nous avions un maire qui s'appelait Boisneuf, Achille René Boisneuf. Son père, c'était Achille, et le fils naturel de Hyacinthe Boisneuf, qui fut un esclave affranchi, et qui fut le futur maire du Gosier. Figure-toi. Et sa maman, une cultivatrice, Amanda Mathurine René, eh bien, il a été adopté par Boisneuf et sa femme, et ça lui a permis de suivre des études. Il a milité, figure-toi, très jeune avec Légitimus, avant de le quitter en dénonçant une entente capitale. Et puis, en 1900, il est devenu le conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, jusqu'à ce que Légitimus, lui aussi, s'empare de la mairie en 1904. En 1910, il défend les ouvriers et d'Arboussier à Pointe-à-Pitre. Et puis, son histoire s'arrête là. Mais en tout cas, il a été battu par Légitimus aux élections législatives de 1910 par des manœuvres, on va dire, un peu
illicite. Enfin, en 1910, il est devenu le maire de Pointe-à-Pitre jusqu'en 1913 où il est devenu président du Conseil général de Guadeloupe. L'histoire de notre premier maire qui s'appelait, vous le savez, Achille René Boisneuf. On a vu sa photo tout à l'heure. Voilà cette petite période d'élection historique. J'espère que ça t'a appris plein de choses, Danick. Pas trop. Pas trop. Je savais déjà tout ça. Danick est un savant, donc il y a absolument. Non, je ne suis pas un savant, mais enfin, dans le domaine politique quand même. Ben oui, mais il y a des téléspectateurs, je suis sûr, qui ne savaient pas tout ça. Sur nous, par exemple, on a nous qui s'appelle Achille René Boisneuf, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Eh ben, voilà, on a retracé un petit peu son histoire rapidement. Eh bien après cette période, c'est une période de fatigue. On est entre les élections municipales, on est également avec quelque chose qui fatigue tout le monde. Je vous propose de faire la sieste, Et après, figure-toi, le droit à la paresse, où il était question de paresse, de droit à ne rien faire et de ne pas travailler trop, c'est un ouvrage qui a été écrit par Paul Lafargue il y a déjà quelques 1900, je crois que c'était en 1889 que ce premier ouvrage est paru. Et donc aujourd'hui, on ne parle plus de droit à la paresse, de l'éloge à la paresse, bien qu'il y ait pas mal d'ouvrages qui aient été écrits sur la question, mais il s'agit de faire la sieste au boulot. Alors évidemment, tout le monde aimerait pouvoir faire la sieste au boulot de temps en temps, surtout après l'heure du déjeuner. On pique tous un petit roupillon, la digestion s'installe et voilà, les yeux s'alourdissent et on a envie avec la chaleur de poser la tête sur le coin de l'ordinateur, mais on aurait les touches là qui seraient, comment dirais-je, imprimées et tout le monde saurait qu'on a piqué un roupillon. Et même si on fait semblant de dormir en faisant semblant de réfléchir, ça marche pas non plus. Oui. On peut être piégé. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figure-toi qu'il y a un premier lieu qui s'appelle un bar à sieste qui s'est ouvert à Paris. Et probablement d'autres vont suivre parce qu'après le bar à ongles, le bar à eau, le bar à bière et le bar à tout, et le bar à thym aussi, c'est pas une herbe. C'est lorsqu'on raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Eh bien, le bar à sieste a ouvert et ce bar à sieste te permet en toute légitimité de pouvoir faire une petite sieste en choisissant la formule que tu veux. Évidemment, c'est en dehors des heures du travail puisque tu sors de ton travail, tu peux aller manger au restaurant si tu le souhaites, mais tu préfères aussi peut-être aller faire un petit tour de sieste et de roupillon dans ce bar qui est tout à fait pourvu pour respecter tes envies. 15 minutes, tu as 15 minutes devant toi, eh bien tu peux choisir le bar à dodo de 15 minutes, de 25 minutes ou de 45 minutes. Et là, bzzz, un moment de répit pour le corps et l'esprit. Tu peux choisir aussi de faire un massage pendant ce temps-là. Bar à sieste, c'est le premier en France, je viens de le dire, mais c'est pas tout simplement ça. Il allie également du massage, du bien-être qui vous attend pour reprendre le travail, vraiment reposer, etc., etc., etc. C'est déjà fini, c'est ça que tu es en train de dire? Juste avant l'agenda, deux petits mots sur l'agenda. Un petit mot sur l'agenda, très rapide, et ben on va faire vite. Je parlais du Sun Island Music Festival, qui est un nouveau festival qui va s'ouvrir en Guadeloupe les 11 et 12 avril prochains à Beauport, pays de la Canne. On se demande ce que ça sera à voir, mais il semblerait que ce soit porté sur la musique de qualité, des saveurs, du son, également de la musique de street art, apparemment aussi. Il paraît que ça va apporter à la Guadeloupe une vision à l'échelon international. Nous ne l'avions pas encore, donc a priori, nous l'aurons à partir de là. On n'a pas le nom des artistes déjà? On ne parle pas encore des artistes, mais des nouveaux talents, des artistes attendus, de grande renommée, mais également des jeunes talents caribéens, des artistes confirmés aussi ou en devenir. Voilà, ce festival qui se fera aux alentours de Pâques offrira donc un espace d'exposition pour tous ces talents. Et puis, il y a peut-être une sélection également de DJ, Mundi, Mike, Anaïs, Mathieu White, Bata, Diane. Voilà quelques noms qui sont déjà cités. Donc, à suivre, le 11 avril prochain, le 12 avril prochain, eh bien, il paraît que ça sera une scène explosive. Mais ce soir où? Comment? Au Moule? Non, ça sera à Beauport, à Port-Louis, pays de la Canne. Très rapidement, eh ben, je vais vous dire qu'il y a une journée porte ouverte au campus caribéen des Arts, les 13 et 14 mars là qui arrivent. C'est donc le campus caribéen qui ouvre ses portes pour tous ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur les formations qui sont dispensés. Donc n'hésitez pas à appeler le service communication au 05 96 60 65 29
Ai-je précisé que c'est à la Martinique, bien évidemment. Et donc, pour faire une formation dans le métier des arts, pourquoi pas. Et enfin, la chanteuse lyrique guadeloupéenne Leila Brédan sera ce samedi 14 mars à l'Archipel, scène nationale. Une belle voix, une femme formidable, une tessiture incroyable. Donc, vous pouvez aller l'accompagner. Elle sera accompagnée de Simon Carré, pianiste. Et puis, je n'ai pas le temps de développer tout ce elle était là tout à l'heure. Elle était là, je ne l'ai pas vue. Vous ne l'avez pas vue? Elle était là. Je l'ai croisée. Monsieur, elle vient de faire un véritable show, là. Elle était là depuis... C'est génial, mais en tout cas, j'avais envie d'en reparler pour dire qu'il faut vraiment aller l'écouter. Bon, merci Martine. Naïla, rapidement, il est 13h52. Comment les tests se sont effectués à l'Institut Pasteur? Tout à fait. Alors, il faut savoir que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le renforcement des capacités justement de diagnostic du coronavirus. Et pour ce faire, l'Institut Pasteur, qui bien entendu réalise ces tests, nous explique comment effectivement ces tests sont réalisés. Reportage Michel Depape. Alors combien de prélèvements on a reçus? Pour le moment une 60aine, depuis donc une dizaine de jours qu'on a mis la technique en place. Pour le moment, toujours les 3 positifs qu'on avait mis en évidence au début de l'épidémie, des patients de Saint-Barthélemy, et aucun cas en Guadeloupe détecté pour le moment. Alors le test, c'est une PCR, ça s'appelle. Donc ça consiste à amplifier une toute petite partie du génome du virus. Donc ce test, il se déroule en 2 étapes. Une première étape qui est réalisée au CHU de Pointe-à-Pitre, qui est l'extraction, c'est-à-dire qu'on va prélever le matériel génétique des cellules du patient. Et ensuite, on va rechercher le virus par la technique de PCR dans l'extrait qui a été réalisé au CHU. Et cette partie-là donc, est réalisée à l'Institut Pasteur. C'est un prélèvement nasopharyngé, on dit avec un écouvillon. En fait, on va gratter les cellules au niveau du nez et au niveau de la gorge également. Donc on va le chercher en fait dans tout ce qui est sécrétion respiratoire, parce que c'est là que se situe le virus. Pour le moment, toute la surveillance, tout est bien mis en place, tout est bien contrôlé en Guadeloupe. Le système fonctionne dans sa globalité. Si les patients ont la moindre suspicion, ils doivent appeler le 15. C'est eux après qui vont estimer si potentiellement ils peuvent être porteurs du virus ou pas. Et à ce moment-là, ils sont dirigés vers le service des maladies infectieuses du CHU pour faire un prélèvement. Donc c'est vraiment tout un faisceau d'arguments qui vont dire si le patient peut être atteint du Covid-19 ou pas. Il n'y a pas que la fièvre, il y a aussi des symptômes respiratoires. Donc seul un médecin peut être à même de dire si le patient peut être atteint ou pas. En fait, avec tous les virus qu'on connaît, il y a toujours des porteurs sains. Pour la grippe, pour la dengue, il y a des porteurs sains éventuellement. Et ces porteurs sains, en fait, jouent un rôle dans la propagation du virus. Après, pour le Covid, il semblerait que la très très grande majorité des patients aient des symptômes. Donc c'est vraiment une exception. Pour le moment, on parle de 5% de personnes seulement qui pourraient être porteurs sains. Voilà, pour les tests à l'Institut Pasteur de Pointe-à-Pitre. Et donc, on fait un rapide petit tour à Paris. Tout à fait. Donc, l'interview de Firmin Richard, vous le savez, depuis le 27 février, l'ouvrage de Firmin Richard est sorti. Ce qui était destiné, le courant ne l'emporte pas. Un ouvrage où ça, elle ne parle pas de... C'est ça. C'est effectivement ça. Il mettait en français. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Ça est là pour de l'eau à chailler. Donc, comme elle dit, certains parlent de hasard, mais elle croit au destin et qu'elle devait être écrite quelque part, qu'elle aurait dû rencontrer sur son chemin, son parcours, le jour où elle ferait du cinéma. Alors, elle dit aussi, cela ne signifie pas que je ne suis pas battue avant pour tracer ma propre route et que je ne me bats pas depuis, chaque jour pour poursuivre mon chemin. Firmin Richard, qui est comédienne, très plébiscitée, qu'on connaît, qu'on a eu l'occasion d'accueillir sur ce plateau du ZCL, nous donne son impression sur son ouvrage. Je l'ai dit, c'est un peu... c'est dans la suite de Noir n'est pas mon métier. Tout ce que les gens voudront peut-être connaître de moi, la femme effectivement que l'on voit à la télé, c'est pas pour les remercier effectivement aussi de cet élan d'amour qu'ils me donnent, et puis savoir leur dire merci de m'aider encore à continuer à être là, et puis pour toute cette jeunesse aussi qui arrive.
Je vous dis, la noire n'est pas mon métier. Il y en a qui n'étaient pas encore nés quand j'ai fait mon premier film. Et je voudrais que ces femmes-là qui sont à l'image maintenant, ou qui veulent, et celles qui arrivent et qui ont envie de faire ce métier, n'aient pas à essuyer des plâtres, que le chemin soit fluide pour elles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons chacun à vivre des choses, des bonnes et des mauvaises choses, mais toutes ces choses-là nous forment. Je pense que mes émotions, je les ai à partir de tout ce que j'ai vécu avant. Quand les gens me trouvent bien dans Romuald et Juliette, alors que je n'ai fait aucun film, j'ai fait le film avec mes émotions et on se nourrit de ces émotions, effectivement. Donc, je puise mes émotions dans mon vécu. Votre mère a une place importante dans l'ouvrage. Vous vouliez parler d'elle, pourquoi? Parce que ça a été une mère au courage, parce que chez nous, nous en avons beaucoup. Et on se doit de parler de ces femmes-là qui n'ont pas été gâtées, quoi. C'est juste ma mère, elle n'a pas été, enfin, elle a eu la chance de me voir effectivement à l'écran, mais je pense qu'elle aurait pu vivre encore davantage. J'aurais pu lui donner à lire effectivement ce livre et lui rendre hommage. Forcément, ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de moi, donc j'ai gardé en mémoire effectivement tout cela que j'ai pu dire maintenant. Mais je ne... Comment vous dire, c'est soi qui fait soi. Tout ce que vous avez, votre enfance, votre parcours fait de vous ce que vous êtes, quoi. Donc oui, j'ai tout gardé, mais je n'ai pas de nostalgie, j'avance et tout va bien. Voilà, bien sûr, Firmin Richard viendra en Guadeloupe présenter son ouvrage et nous connaissons ici aux ZCL Events. On va faire un dernier retour sur les contrôles de police. C'était hier soir à Bergevin, là-bas qui était sur les dents. Tout à fait, la police nationale a procédé hier à des contrôle dans le quartier, plus exactement de Pointe-à-Pitre, de Bergevin à Pointe-à-Pitre, une manière pour la police de montrer à la population leur présence et qu'ils se sentent bien entendu en sécurité. Ça n'a pas été une sortie sans porter ses fruits. Le commissaire Loisel, effectivement, nous l'explique dans le reportage de Michel Dupeuple. Donc ce type d'opération est organisé régulièrement. Il est important que nous marquions la présence policière sur la voie publique, sur les secteurs particulièrement criminogènes, pour circonscrire cette criminalité, détecter les infractions et procéder à l'interpellation des auteurs en flagrant délit. Là-dessus, il y a un travail important qui est mené par l'ensemble des équipages de voie publique sur la circonscription pointoise, puisqu'effectivement il existe des enjeux en termes de sécurité par rapport à la découverte d'armes, de stupéfiants, d'individus qui sont recherchés par la justice. Et il est important que nous soyons là, les services de la voie publique sont régulièrement engagés sur ce type d'opération pour procéder à des interpellations. Ces opérations, donc, nous voulons, pour qu'elles soient le plus efficaces possible, engager l'ensemble des savoir-faire du commissariat et des policiers. On a des effectifs en tenue, des effectifs en civil, des motards également, des unités spécialisées comme les chiens qui procèdent à la détection de produits stupéfiants. Il est vraiment important que l'on mette en avant tous nos expertises et nos savoir-faire pour procéder à la découverte des infractions et des produits stupéfiants. Alors là, ces opérations sont menées au regard de l'analyse que nous faisons de la délinquance. Parfois, certains contrôles ne mènent à la découverte d'aucune infraction, d'aucun produit stupéfiant. Parfois, nous procédons à des interpellations, à des découvertes. Mais en tout cas, il est important, tant en termes de prévention que de dissuasion et de répression, que ces opérations soient régulièrement marquées, que la population voit l'engagement des services de police et que nous soyons là où il est nécessaire que nous endiguions le développement de la délinquance. Il parle bien. Voilà, il est exactement 14h. Le ZCL News d'aujourd'hui est terminé. On remercie tous les gens qui ont participé. D'abord, au commencement, le réalisateur Yann. On a reçu Nestor Favel de l'UTC-UGTG, Franck Brelan, représentant du SNJ-FA pour parler du problème de France Antilles. Mais demain, on reviendra sur la question. Maïté Hubert aussi était là pour l'UGTG. Et on a appris que le prochain congrès de l'UGTG, ce sera du 14 au 16 mai. Est-ce que Doumouta sera de nouveau secrétaire général? Nous que ça en mois de mai. José Turlepin, mais c'est l'habitude pour les vêtements, notamment l'épingle tremblante et provocatrice. Ouais. Martine, vous avez raté quelque chose. Et Martine Fazer, qui n'a rien raté, qui nous a fait un petit coup de science politique. Ça arrive quelquefois dans la culture. C'est culture et politique maintenant.
Pas vraiment. Bon, bref. Voilà. Et Naïla, contrôle de police là-bas qu'on vient de voir. L'insalubrité à la résidence de Mortenol Nord de Pointe-à-Pitre. Complètement dégoûtant, dégueulasse même, il faut le dire. Ouais. Et il y avait aussi le fameux micro-trottoir pour savoir qu'est-ce que c'était le stade 3. Alors en parlant de stade, le match du PSG ce soir se fera malheureusement pour les Parisiens en circuit fermé, sans leur public. Ça veut dire que PSG a risqué de perdre parce que déjà perdu à Dortmund 2-1. PSG peut-être perdre. Mbappé sera peut-être là. Bon ben non, les Marseillais, vous avez vu, le PSG va perdre. PSG, bon, si PSG perd, même pas la peine de jouer. La terre va continuer de tourner même si PSG perd. Pas jouer, restez à 14 autres. C'est bien perdre l'autre jour. Bon, alors, voilà, il est 14h02, la réalisation. Je ne sais pas comment je dois le prendre. De Yann, on termine en beauté et on vous dit merci. Il y a un petit visuel à passer. Oh oui, tout à fait. Un dernier truc. Il y a un dernier truc, c'est vraiment pour que les gens, on est dans l'actualité de la politique. Et il y a Pôle Média Élection qui s'est mis en place pour vous donner tous les renseignements sur l'élection. Ce sera dimanche, on sera en direct. On sera en direct. C'est parti. Dans le cadre des élections municipales du 15 et 22 mars, vivez les résultats et commentaires des élections municipales en direct radio, vidéo et réseaux sociaux avec RHT, Radio Soufaya Altitude, CCN, Nouvelle Semaine, News Antilles et ZCL News. Les médias ensemble se mobilisent pour ces municipales 2020. Alors faites confiance et votez le Pôle Média Élection.